Alors, dès que vous êtes là, vous me dites. Donc, on reprend là où on était. Essayez de me répondre non seulement si vous êtes là, et quel est votre réflexe. Donc, face à une mycose étendue. Alors, donc j'ai une première réponse. Oui, vous êtes là. Alors, soyez les bienvenus. Alors, j'oubliais de vous dire, alors j'espère que tout le monde va bien avec l'épidémie actuelle, bien qu'on se soit habitué un petit peu à ce contexte-là. Continuez à vous protéger et puis à vous protéger les vôtres, les siens, en espérant que Dieu vous garde tous. Alors, on reprend? Vous êtes tous là? Immunodépression, très bien. Très bien. VIH, sérologie VIH, oui et non. Maintenant, on va chercher un peu plus, plus simple aussi. Hein. Immunodépression, alors essayez de préciser. Immunodépression, bien sûr, mais souvent, alors tout simplement, porte d'entrée. Alors, porte d'entrée, non, 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 pas vraiment, parce que là, on parle plutôt d'une mycose. Il n'y a pas que le VIH hein, pour les immunodépressions. Pour la porte d'entrée, non. Passe pour cette localisation. Le diabète, oui, très bien. Le diabète, il faut demander si le sujet n'est pas diabétique. Les corticoïdes, parfait. Le diabète, ça va être principalement donc, les deux choses vers lesquelles on va penser. Maintenant, concernant le VIH, alors le VIH ne s'accompagne pas en général que de mycoses cutanées. Alors, l'immunodépression, non seulement il va y avoir des mycoses cutanées, mais souvent des muqueuses digestives également associées. Donc, tout dépend. Là, vous allez apprécier un petit peu l'état de votre patient. Alors, on va essayer de terminer dans les temps. Donc là, nous avons 40 minutes pour tout terminer. Donc, on enchaîne. Donc, examiner pour garder à l'esprit que votre patient, c'est un tout. Il faut toujours examiner, prendre en considération les autres aspects. Le mycélium, alors c'est ce que sécrète le dermatophyte. Donc, je réponds à votre camarade. Donc, le mycélium, c'est le matériel fongique sécrété. Alors, on commence par l'herpès circiné. L'herpès circiné, je vous en prie. Alors, l'herpès circiné, donc c'est la localisation, l'épidermomycose, la dermatophytie, donc secondaire au dermatophyte. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, réaction va être d'autant plus inflammatoire pour les espèces zoophiles, donc telluriques. Alors, les plus fréquents, ça va être le Trichophytum rubrum, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis vous avez le Microsporum canis. Alors, il s'agit d'une réaction, bien sûr, immunitaire d'hypersensibilité. Et puis, je vous ai mis, faites attention aux dermocorticoïdes. Alors, vous venez de me répondre, bien sûr. Pourquoi? Parce que les dermocorticoïdes, non seulement, alors ils entraînent, bien sûr, une flambée. Hein. Maintenant, si on a plusieurs herpès circinés, donc sur tout le corps, on va demander souvent, hein, souvent, il va y avoir une application de dermocorticoïdes. Alors, malheureusement, on observe que les dermocorticoïdes sont délivrés sans ordonnance. Alors, beaucoup de patients, les dermocorticoïdes, vous allez faire le cours. Alors, ils ont comme effet secondaire, bien sûr, d'entraîner une petite immunodépression, donc favoriser tout ce qui est surinfection bactérienne fongique, également l'acné. On a vu des catastrophes. Alors, chez des patients qui avaient de l'acné, on leur donne des dermocorticoïdes. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Bien sûr, il va y avoir une petite amélioration étant donné l'effet anti-inflammatoire, et puis une flambée des lésions juste derrière. Donc, il faut toujours demander, d'où l'intérêt d'un bon interrogatoire, souvent, alors devant surtout des présentations cliniques atypiques. Alors, voilà ce que vous voyez, par exemple. Alors là, vous avez un petit qui a plusieurs lésions. Pourquoi? Parce qu'habituellement, on n'a qu'une petite lésion. Cette lésion, elle est typique. Alors, elle est appelée improprement herpès, c'est pas. Votre camarade nous dit qu'il se tartine de la bêta-méthasone. Alors, se tartiner, c'est un peu... Essayez d'utiliser des mots un peu plus français, on va dire. Allez, oui. Alors, je vous prie d'être bien courtois sur vos messages, s'il vous plaît. Alors, là, vous mettez... Alors, ce qu'on observe maintenant, l'herpès circiné, on parle d'herpès. L'herpès, c'est un mot, comme je vous disais, on l'appelle improprement herpès. Pourquoi? Alors, ça ressemble à s'y méprendre à l'herpès. L'herpès, vous connaissez, il y a un bouquet, on parle de bouquet herpétique. Pourquoi? Parce qu'il y a un amas de vésicules. Ça, c'est pour l'herpès. Hein. Mais maintenant, pour notre herpès circiné, il y a également une espèce de petite... Alors, à s'y méprendre, une lésion qui va ressembler un petit peu à ce bouquet, mais globalement, schématiquement, c'est plus un médaillon. Donc, comme vous le voyez là, donc c'est un anneau circulaire. Donc, c'est une plaque qui va commencer, et par la suite, il va y avoir une extension. Donc, centrifuge, au fur et à mesure, cette plaque va s'agrandir avec une cicatrisation progressive du centre.
et une bordure donc, qui va être active, qui est vésiculeuse et qui, est donc, qui va continuer bien sûr à grandir, à grossir et donner cet aspect-là qui est très caractéristique donc, de l'herpès circiné. Alors il s'agit en général de peu de lésions, on n'a pas beaucoup de lésions, et puis c'est des lésions très 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 prurigineuses. Alors, donc là, pourquoi? Parce que parfois, les gens peuvent, enfin certains peut-être confrères pourront se tromper alors, et croire. Donc, vous allez faire le cours de l'examen. Étant donné qu'il y a des petites vésicules, on est tenté de penser en premier lieu à un eczéma numulaire. Vous allez voir que l'eczéma numulaire, il a également cet aspect-là. Cependant, l'eczéma numulaire, donc vous allez faire dans le cours de l'examen, vous verrez que la lésion alimentaire, elle est différente. On pense au psoriasis également. Pourquoi? Parce qu'on parle de vésiculation, mais par la suite, il va y avoir un assèchement. Les lésions seront un petit peu squameuses. Et puis enfin, vous avez le classique pityriasis rosée de Gibert sur lequel on ne va pas revenir. Donc tout ça, c'est les diagnostics différentiels. On passe maintenant aux dermatophysies des plis. Alors, pour les dermatophysies des plis, vous avez l'atteinte des grands et des petits plis. Concernant les grands plis, alors vous avez, on peut appeler ça également l'eczéma marginé de Hebra. Alors, tous les plis peuvent être touchés. Alors là, vous avez donc le pli interfessier. Alors, l'aspect, quand on regarde, alors on va retrouver cet aspect d'herpès circiné avec une bordure active et un centre en voie de guérison. Alors, la bordure active un petit peu vésiculeuse et puis cet aspect dit en aile de papillon et asymétrique. C'est particulier le dermatophyte, les dermatophysies, donc des plis donnent un intertrigo asymétrique. Pourquoi? Parce qu'il va venir s'opposer, on va avoir d'autres diagnostics différentiels dans les intertrigos. Vous pouvez avoir un intertrigo candidosique, comme on peut avoir par exemple du psoriasis, on peut avoir une dermite irritative. Donc, c'est cette nuance sémiologique, non seulement cette présentation clinique, mais il y a d'autres signes, donc aspects vont nous orienter vers le diagnostic d'une dermatophysie. Et puis, souvent, on va retrouver des petites lésions satellites. Alors, les lésions satellites, c'est des petites lésions qui ressemblent un petit peu à de l'herpès circiné. On peut avoir également des petites papules. Pour les petits plis, maintenant. Alors, c'est le pied d'athlète que vous connaissez. Hein, c'est le terme qu'on utilise habituellement. Alors, il va se localiser en général au niveau du 3e, 4e espace. C'est comme vous voyez là. Alors, il y a plusieurs stades. Il peut être débutant. Alors, au stade débutant, c'est juste un petit érythème un petit peu prurigineux. Maintenant, si on ne traite pas, il va y avoir un intertrigo qui est constitué. Alors, il va être érythémateux. Au fur et à mesure, il va devenir sointant. Et puis, il va y avoir une espèce de coène blanchâtre. C'est ce petit enduit-là. Donc, il y a la macération. Il peut y avoir même carrément une surinfection bactérienne qui peut venir donc se greffer sur cet intertrigo mycosique. Et bien sûr, il faut faire attention. Un intertrigo, c'est avant tout une porte d'entrée infectieuse qui peut donner alors, lieu, par exemple, à… Alors, qu'est-ce que vous connaissez alors, comme infection bactérienne? D'ailleurs, à chaque fois que vous avez ce type d'infection, il faudra toujours aller regarder entre les orteils. Alors, j'ai une réponse. Attendez, je regarde. Le furoncle, non? De l'érysipèle, effectivement. C'est de l'érysipèle. Alors, la surinfection peut se faire pour le staph, peut être pour le strepto, alors tous les germes. Hein, c'est une porte d'entrée. Mais classiquement, alors l'érysipèle, il peut être que ce soit d'origine streptococcique ou staphylococcique, mais là, c'est la principale cause. Hein. C'est les intertrigos, donc mal traités, et surtout chez des sujets donc prédisposés qui donc à faire ce type d'infection. Alors, non seulement on va avoir cet intertrigo peut s'étendre secondairement. Alors, ce que vous voyez là, au niveau de la plante des pieds, alors on a vu hier une photo au cours du psoriasis, on a l'impression que c'est du psoriasis. Alors, on est tenté d'aller donner un dermocorticoïde et puis il y a du calcipotriol. Alors que là, non. On a carrément une kératodermie palmoplantaire d'origine fongique. Donc, il y a une extension progressive donc, de cet intertrigo-là qui va donner cette kératodermie palmoplantaire. Là, il faut faire un examen mycologique. Hein. Pour les petits plis, donc celui des mains, donc là, vous voyez, donc on a toujours cet aspect, on va toujours retrouver cet aspect d'herpès circiné. Là, il est au niveau de la main. Donc, vous voyez, donc à partir du pli, il va y avoir une extension centrifuge. Alors, il va toucher une seule main.
Les lésions, alors, elles sont bien sûr prurigineuses, elles ressemblent… Là, elles sont par contre un petit peu squameuses, il y a moins de vésiculation, et puis toujours cette bordure active. Là, vous la voyez clairement, cette bordure? Alors, vous voyez, dès que vous voyez cette petite lisière-là, il faut toujours penser aux infections dermatophytiques. Et puis, vous avez un syndrome particulier qu'on appelle le syndrome One Hand Two Feet. Maintenant, si on a une kératodermie palmoplantaire, alors, oui, vous avez une question? Oui. Si on a… Alors, facteurs de prédisposition à l'intertrigo. Alors, quels sont les facteurs? Alors, vous pouvez répondre, s'il vous plaît, à votre camarade qui vient de poser. Alors, je termine avec juste le syndrome One Hand Two Feet. Et puis, vous essayez, s'il vous plaît, de répondre à votre camarade qui demande quels sont les sujets prédisposés à l'intertrigo et comment les traiter. Macération, vos camarades répondent, très bien, macération, immunodéprimé, diabète, parfait. Le port prolongé de chaussures, serré, donc des clapots ne respirent pas. Alors, pourquoi on l'appelle le pied d'athlète? D'après vous, alors pourquoi? Parce qu'il survient en général chez des sujets jeunes, donc ils vont porter des chaussures fermées. Alors, ça survient également, il faut faire attention à la marche. Quand on marche pieds nus, pourquoi? Parce que c'est à ce niveau-là, à ce moment-là, qu'on risque de se contaminer, étant donné que le dermatophyte, il va un petit peu… Étant donné qu'on va libérer des squames, en général, il y a un renouvellement cutané, on libère des squames, et dans ces squames-là, donc il va y avoir ce dermatophyte. Donc, c'est des squames qui vont être malades. Et si vous avez une petite brèche, là, vous risquez d'avoir donc un intertrigo. Vous avez les troubles circulatoires, vous avez le diabète, vous avez un tas de choses. Donc, tout ça, c'est des facteurs favorisants. Maintenant, le syndrome, je reviens vers le syndrome One Hand Two Feet. Alors, pour le syndrome One Hand Two Feet, donc, si on a une kératodermie palmoplantaire, donc, qui va se localiser, intertrigo-plantaire respecte seulement la zone d'appui ou la surface. Alors, votre camarade demande s'il respecte. Eh bien non, et là, on a dit qu'il y avait une extension. Donc, point de départ, c'est l'intertrigo. Ça veut dire que de proche en proche, de part, il va y avoir cette extension centrifuge. Au fur et à mesure, il va déborder, alors non seulement sur la plante, mais sur l'autre, sur la zone, on parle de transgrédion, progrédion, donc il va se faire sur les deux. Donc, il va y avoir non seulement une atteinte au niveau de la pomme et de la plante, et bien sûr au niveau du dos, des mains ou encore des pieds. À la différence des autres kératodermies palmoplantaires. Alors, c'est très fréquent, les kératodermies palmoplantaires, mais alors la mycosique, elles ne prennent pas. Alors, au fur et à mesure, l'aspect, il est différent. Alors, on a l'impression que c'est de l'eczéma, on a l'impression que c'est du psoriasis, c'est des gens qui vont traîner avec ça. Alors, c'est pour ça que je vous parlais de ce syndrome un peu particulier qu'on appelle le syndrome One Hand Two Feet. Alors, le syndrome One Hand Two Feet, c'est lorsque vous avez, comme son nom l'indique, donc une main kératodermique et 2 pieds. Maintenant, on doit se poser la question, parce qu'il y a d'autres diagnostics, mais il n'y a pas de raison d'avoir juste une main touchée et les pieds sans que l'autre main ne soit atteinte. Donc ça, c'est un syndrome typique d'une atteinte mycosique. Comme vous le voyez sur la photo, on a cette atteinte. Alors, au niveau de la main, l'extension, elle va se faire, donc on a un aspect qui est un petit peu particulier. Donc, vous voyez, un aspect squameux, kératosique, farineux, avec respect un petit peu des lignes. Donc, cet aspect-là, il est assez caractéristique des atteintes dermatophytiques. Mais en plus, si vous avez une seule main, donc là, votre premier réflexe devra se faire vers, donc vous allez faire un examen mycologique, parce que si on pouvait évoquer d'autres diagnostics, on parle par exemple de l'eczéma de contact, il n'y a pas de raison de faire un eczéma de contact sur une seule main. Alors c'est vrai, les eczémas peuvent se faire maintenant, en général on utilise nos 2 mains, donc là il faudra toujours se poser la question. Alors, les diagnostics différentiels, je vais essayer de faire un petit peu vite parce que là, il nous reste presque la moitié. Une seule main, la plus utilisée, contaminée, ça pourrait expliquer. Éventuellement, votre camarade essaye d'expliquer un petit peu la… Alors, je suis désolée, mais même quand vous essayez d'intervenir, parce que là, sur nos micros, on ne parvient pas à vous faire intervenir, c'est pour un petit peu essayer de gérer la… Donc, si vous avez des messages, vous voulez poster, comme ça, j'essaie de vous répondre. Alors, donc les diagnostics différentiels, essayez de faire une petite recherche. Donc, vous avez les infections à erythrasma, c'est des BGN également. Vous avez les localisations palmoplantaires, tout ce qui est kératodermie palmoplantaire. Et puis, vous avez bien sûr psoriasis, eczéma, dyshydrose. Donc, ça, c'est les principaux diagnostics différentiels. Alors, je fais vite. Pourquoi? Parce qu'il faudra qu'on termine dans une demi-heure. Alors, maintenant, concernant les onychomycoses. Alors, les onychomycoses sont… Tout à l'heure, votre camarade posait la question. Alors, les onychomycoses peuvent se faire soit à candida ou à dermatophyte.
Pour le dermatophyte, c'est très fréquent, c'est les plus fréquentes, et elles vont se localiser surtout au niveau des pieds. Alors, l'atteinte des ongles des pieds, elle est plus en faveur du dermatophyte, alors que pour les ongles des mains, ça va être plutôt en faveur du candida. Maintenant, concernant l'atteinte, alors l'atteinte, elle va se présenter sous différentes formes. Alors, en général, il s'agit d'une atteinte d'abord latérodistale. Donc, le champignon va se latérodistal, c'est-à-dire au niveau du bord libre, hein. C'est à ce niveau-là qu'en général, le champignon va pénétrer, donc à l'occasion d'une petite brèche, d'une petite effraction. Alors, il va y avoir des modifications progressivement de l'angle. D'abord, il va y avoir une petite tache, donc une hyperkératose qui va s'installer, un blanchiment un petit peu de l'angle. Au fur et à mesure, donc l'angle va s'épaissir et à un stade ultime, il va y avoir carrément une onycholyse avec destruction de l'angle, onycholyse, hyperkératose. Et pour le dermatophyte, on ne retrouvera presque exceptionnellement qu'exceptionnellement et jamais. Alors, cette atteinte du pourtour, donc on appelle ça un périonyxis, elle est plus l'apanage du candida. Maintenant, pour certains dermatophytes, c'est vrai, par exemple zoophile tellurique, la réaction est tellement importante qu'on peut avoir une réaction inflammatoire associée. Mais gardez en tête, d'une façon générale, donc l'onychomycose due au dermatophyte ne touche que l'angle. Donc, il n'y a pas de périonyxis associé. Alors, maintenant, concernant la coloration brune, on peut avoir, oui, on peut avoir également une coloration brune. Alors, il y a des modifications tinctoriales donc, qui vont accompagner l'angle. L'angle, on va retrouver un angle qui est de mauvaise qualité, donc jauni, épaissi. On a vu carrément, oui, des petites taches brunes comme ça, mais en général, ce n'est pas une tache brune qui nous fait évoquer d'autres diagnostics. Mais il y a un aspect associé, disons, bigarré de la lésion qui nous fait plutôt évoquer une onychomycose. Et de toute façon, au moindre doute, il faudra pratiquer. Alors, en matière d'onychomycose, il vaut mieux faire un examen mycologique avant et puis faire après traitement. Pourquoi? Parce que le traitement se fait sur le long cours, donc il faudra confirmer. Et puis, donc, il y a des mesures à prendre, étant donné que non seulement on s'est retrouvé dans certaines situations avec plusieurs champignons, donc on devra adapter en fonction du champignon en cours, responsable. La coloration, alors quel est le risque de prendre un traitement sans prélèvement? Alors, le risque, c'est de ne pas avoir de résultat. Votre camarade demande quel est le risque de prendre un traitement sans prélèvement. Alors, étant donné le nombre de champignons, que certains ne sont pas sensibles, alors le candidat n'est pas sensible au traitement antidermatophytique et vice-versa. Donc, si on a du candida et qu'au lieu de ça, on ait du dermatophyte, donc votre patient, il aura pris le traitement pendant plusieurs mois pour rien, tout simplement. Il ne faut pas aller fatiguer nos patients, étant donné que vous allez voir que dans les traitements, il faudra faire un suivi, alors notamment celui par exemple de la fonction hépatique pour la terbinafine. Il y a d'autres traitements, donc ça reste des médicaments. Prendre un médicament n'est pas anodin, ça se fait avec un suivi et toujours en évaluant. Il y a des contre-indications parfois aussi, hein. Il y a un bilan à faire, hein, d'ailleurs, un bilan avant, pendant traitement et puis un suivi. Alors, maintenant, il peut y avoir une atteinte proximale, c'est-à-dire au niveau de la cupule, au niveau de la naissance de l'ongle. Et à ce niveau-là, il s'agit souvent d'un traumatisme direct de la tablette. Alors, gardez que l'atteinte latérodistale, c'est la plus fréquente. Alors, sur une atteinte vraiment distale, comme je dis, pourquoi? Parce que vous allez voir, il y a des traitements. Alors, on peut se contenter de traitements locaux, mais à condition que l'atteinte soit vraiment distale. Si la mycose, elle s'est développée, elle a un petit peu pris un petit peu du terrain sur l'ongle, là, on doit passer au traitement par voie générale. Alors, je passe rapidement sur les traitements, hein, parce que là, vous avez tout à peu près. Donc, les traitements, vous avez bien sûr principalement les traitements. Donc, vous avez les imidazolés, triazolés. Alors, non seulement on va se traiter, mais on doit rajouter des mesures additives, étant donné, bien sûr, on doit lutter contre tout ce qui est facteur favorisant dont on avait parlé tout à l'heure, étant donné la possibilité d'une contamination à travers, par exemple, des tapis, les bains morts, les mosquées. Donc, il faut faire attention. Donc, on marche pas, il faut éviter de marcher pieds nus, hein. Donc, les piscines également sont des milieux pourvoyeurs de surinfection, hein. Alors, c'est pour ça qu'on devra laver à l'eau de javel, tout simplement, désinfecter ces milieux-là. Et puis, traiter les autres membres de la famille. Pourquoi? Parce que souvent, on traite notre patient, mais il n'est pas à l'abri d'une recontamination à partir d'un autre membre de la famille qui est touché. Concernant maintenant les traitements. Alors, pour la peau glabre, donc si la lésion elle est unique, on va se contenter d'un traitement local. Donc, on va donner un antifongique local, mais si les lésions sont nombreuses, on passe d'emblée à la voie générale.
Donc, la voie générale, donc, on utilise principalement de la terbinafine. La terbinafine, à raison donc, de 250, c'est des comprimés d'ailleurs à 250 mg jour pendant 2 semaines. Alors, il y a une autre alternative. Alors, si on a des contre-indications à la terbinafine, notamment une insuffisance hépatique, donc vous avez la griseofulvine. La griseofulvine, à raison, donc ça, c'est des posologies pour les adultes. Hein. La griseofulvine, à raison d'1 gramme pendant 4 semaines. Alors, la griseofulvine, vous allez voir, c'est le traitement, c'est le premier traitement de première intention, surtout pour la teigne. Elle donne d'excellents résultats pour les teignes. Alors, concernant maintenant les kératodermies palmoplantaires, donc on donne notre traitement antifongique local, général, topique, et puis, étant donné qu'il y a une hyperkératose, on devra associer des traitements kératolytiques. Donc, il faudra décaper toutes ces squames-là. Et avec quoi on va décaper les squames? On va les décaper avec... Est-ce que vous avez suivi le cours d'hier? Traitement kératolytique. Avec quoi? Si vous pouvez me répondre, s'il vous plaît. Traitement kératolytique pour les kératodermies palmoplantaires. Oui, je regarde un petit peu votre réponse. Salicyle. Alors, c'est de l'acide salicylique. Alors, l'acide salicylique, on le met habituellement dans dans de la vaseline. Très bien, merci. Donc, et puis, à côté de l'acide salicylique, donc vous avez différentes concentrations. Il faut faire attention à l'acide salicylique chez le sujet diabétique, pas de concentration au-delà de 5. Alors, l'acide salicylique, on l'utilise beaucoup en dermato. Alors, cette action kératolytique, bien sûr, elle est d'autant plus importante que la concentration augmente. Maintenant, il faudra faire attention. Maintenant, si on utilise sur l'angle, on va augmenter la concentration. Sur une peau, donc en fonction du site anatomique, on diminuera la concentration en faisant attention non seulement chez le sujet diabétique, mais chez l'enfant également, à cause du risque d'intoxication salicylique. Alors, vous avez l'acide salicylique, mais vous avez autre chose également. Alors, l'excipient utilisé, non, pas d'acitrétine. On traite, là, c'est des traitements locaux pour aider notre traitement antifongique. La citrétine, elle a une autre action, c'est une action... On n'a pas besoin de donner de la citrétine, on a déjà donné notre antifongique. On cherche juste à diminuer un petit peu la charge fongique, si j'ose dire. Donc, en diminuant, donc, pourquoi? Parce que toutes ces squames, toute cette hyperkératose, c'est des couches cornées, c'est des cellules, c'est des cornéocytes qui sont riches en dermatophytes. Alors, des émollients, oui, mais les émollients devront être associés à des kératolytiques. Non, ça ne va pas suffire les crèmes hydratantes. Alors, je réponds un petit peu au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas si vous parvenez à voir les questions et les réponses de vos camarades. On en a parlé hier, l'acide salicylique, vous avez un autre composé. Alors, l'acide salicylique, comme je vous disais, on utilise habituellement de la vaseline salicylée, mais on a également de l'urée. Là, je passe rapidement parce que sinon, on risque de pas terminer. L'urée est un kératolytique également. Alors, voilà pour les teignes. Donc, vous avez griseofulvine, traitement de première intention, de choix, donc avec tout ce qui est posologie. Alors, en fonction du poids de l'enfant, donc on va adapter, alors à raison de 20 à 25 mg kg jour. Habituellement, on utilise du 20. Alors, on peut même utiliser du 15. Donc, pourquoi? Parce qu'en fonction du poids, on devra, c'est des comprimés à 200, donc 250 qui sont sécables. Donc, on essaiera un petit peu de calculer par rapport à ça. Alors, maintenant, s'il y a des contre-indications, vous avez la terbinafine. La terbinafine, toujours, alors là, vous avez tout sur la planche, donc vous allez adapter la posologie en fonction, bien sûr, du poids de l'âge. D'autres traitements ont été proposés. Vous avez le kétoconazole, itraconazole, alors fluconazole. Alors, fluconazole, c'est principalement pour le candida, mais accessoirement, on l'a essayé un petit peu pour le dermatophyte. Ça, c'est vraiment si on n'a rien sous la main. Alors, concernant maintenant des terrains particuliers comme la femme enceinte et le nourrissant, il faut faire très attention. Hein. Donc, à cause là, les traitements généraux sont contre-indiqués. On va se contenter de donner des traitements locaux. Alors, traitement local, toujours associé aux mesures additives, bien sûr, et traitement général si possible, donc s'il n'y a pas de contre-indication. Les mesures nécessaires, donc concernant les teignes, ça va être dans le bon sens, en utilisant un petit peu notre bon sens. Donc, bien sûr, il va falloir. Alors, d'abord, on va diminuer la charge en épilant, en coupant les cheveux, en diminuant un petit peu cette charge fongique, et puis on va désinfecter. Hein. Donc là, ça va de soi, désinfecter les ciseaux, désinfecter à la literie, donc les bonnets, donc tout y passe. Concernant maintenant l'éviction des teignes, alors comme vous l'avez vu, il y a des teignes très contagieuses et des teignes moins contagieuses. Alors, on préconise quand même une éviction scolaire les premiers temps en général. Par la suite, alors c'est un petit peu au bout de quelques jours de traitement, l'enfant pourra regagner l'école.
Alors, donc là, comme je vous disais, donc, il faudra épiler. Alors, le Kerion de Sels, n'oubliez pas les corticoïdes. Et puis, enfin, vous avez donc pour l'enquête épidémiologique, votre petite enquête afin de rechercher si l'origine elle est anthropophile, zoophile, afin donc, de traiter, de faire le nécessaire également. Maintenant, pour l'onychomycose. Concernant l'onychomycose, donc, vous avez l'avulsion chimique au mécanique. Alors, qui dit avulsion dit destruction. Donc, on diminue un petit peu la charge fongique en essayant de détruire l'angle. Alors, avant, on faisait des exérèses, on enlevait carrément l'angle, ce qui n'est plus fait actuellement. Pourquoi? Parce que c'est source non seulement d'inconfort, c'est douloureux, et puis en général, l'angle, par la suite, il naît de façon un petit peu anormale. On peut avoir des petits désagréments associés. Donc, on fait plutôt une avulsion chimique. L'avulsion chimique, c'est des kératolytiques donc à forte concentration, donc ce dont on vient de parler. Donc, ça va être principalement plutôt l'urée que la vaseline ou de l'acide salicylique, mais on pourra utiliser l'un ou l'autre éventuellement. Faire attention à ne les utiliser que sur l'angle. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet irritant, étant donné que la forte concentration, donc ça c'est le risque avec donc, ces kératolytiques. On utilise les solutions filmogènes, bien sûr. Alors, les filmogènes, c'est les vernis qui sont disponibles. Alors, vous avez la morolfine, le cyclopyrox, et toujours associé à un traitement par voie générale. Alors, le traitement systémique pour le dermatophyte de première intention, ça va être la terbinafine. Accessoirement, c'est la griseofulvine ou le kétoconazole. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré, je vous dis sincèrement, rarement on est appelé à donner juste un traitement local. Souvent, on doit associer un traitement par voie générale, sauf contre-indication. Maintenant, si on a une contre-indication, on va se contenter du traitement local. Mais si vous avez une atteinte vraiment distale, mais alors minime, on pourra se contenter dans un premier temps juste d'un traitement par voie locale. Sinon, pour le reste, alors le traitement par voie générale, il est indispensable. Alors, c'est vrai que vous allez retrouver une durée de 6 semaines à 3 mois pour les mains, de 3 à 6 mois pour les pieds. Mais sincèrement, à travers notre pratique quotidienne, le traitement des onychomycoses, il est beaucoup plus long. Alors, ça va de 9 mois. Alors, 6 mois déjà, 9 mois, parfois, c'est au-delà d'une année. Donc, c'est un traitement assez lent. C'est pour vous répondre un petit peu à votre question tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'on devra faire un prélèvement. On ne pourra pas donner une année de traitement, donc par voie générale, sans s'être entouré des précautions nécessaires. On enchaîne rapidement avec le levure. Donc, je passe sur le candida, donc différents types de candidats. Alors, ça profite des muqueuses digestives et génitales. Alors, c'est des saprophytes. Au stade de blastospore, il n'y a pas de problème, donc il n'y a aucune infection. Alors, dès qu'il y a des modifications de terrain, par exemple un déséquilibre, un diabète, donc une immunosuppression, par exemple, ou encore une grossesse, donc il risque de, donc ce champignon-là, donc ce candidat va se transformer. Alors, attendez, je vais vous répondre. Je termine et juste je réponds à votre question. Alors, donc, il va passer au stade de colonisation, c'est-à-dire il va piluler un petit peu, mais sans être toujours au stade pathogène. Alors, au stade pathogène, par contre, là, on va retrouver plusieurs colonies. Alors, tout ça, ces stades-là, c'est à l'examen mycologique. Donc, au stade parasitaire, donc, on va retrouver une forme filamenteuse, pseudo-filamenteuse, avec plusieurs colonies de candidats. Alors, je relis un petit peu votre question. Il y a votre camarade qui... Alors, s'il vous plaît, essayez de reposer. Alors, qu'est-ce que je dis? Est-ce que les troubles métaboliques sont des diagnostics différentiels des onychomycoses? Alors, vous m'excuserez, mais là, je ne comprends pas votre question. Essayez de la reposer autrement. Alors, facteurs favorisants. Alors, vous avez des facteurs intrinsèques, extrinsèques. Alors, j'espère que vous avez fait un petit peu votre recherche. Alors, dans les facteurs extrinsèques, bien sûr, c'est des facteurs acquis, médicamenteux. Vous avez la macération, les pH. Alors, le pH, concernant le pH, comme vous le savez, le pH alcalin détruit les champignons. Donc, tout, alors que nous, je vous ai dit, notre pH, il est plutôt à tendance acide. Donc, les modifications de pH entraînent, donc favorisent donc l'émergence et la survenue de mycoses. Bien sûr, vous avez les médicaments. Dans les médicaments, c'est tous les immunosuppresseurs que vous connaissez, y compris les corticoïdes. Et puis, bien sûr, la grossesse. La grossesse est considérée donc comme un état également d'immunodépression. Concernant maintenant les candidoses des muqueuses et des demi-muqueuses, vous avez chez le sujet âgé ce qu'on appelle la xérostomie.
donc c'est la sécheresse. Alors souvent, c'est des patients qui sont édentés, donc qui portent des prothèses. Donc il y a une sécheresse de la muqueuse, c'est pour ça que le candidat se développe plus facilement à ce niveau-là. Chez le nouveau-né, il y a une immaturité du système immunitaire. C'est pour ça qu'également que le candida, on peut avoir des candidoses chez les tout petits. Et puis enfin, vous avez le diabète, bien sûr, le taux de sucre. Donc un sucre, c'est un carburant, donc même pour le champignon. Et puis l'usage intempestif d'antibiotiques et de bains de bouche, donc favorise également le déséquilibre de la flore. Et puis, alors là, il nous reste 10 minutes. Alors, on va essayer vraiment de faire très, très vite. Alors, attendez, je relis un petit peu votre question. Est-ce que les troubles métaboliques sont des diagnostics différentiels des onychomycoses? Est-ce qu'on peut confondre onychomycose et angle de Terry, par exemple? Alors là, angle de Terry, alors je ne sais pas ce que vous entendez par angle de Terry. Et puis, sincèrement, il y a d'autres diagnostics à évoquer. Donc, d'abord, alors le diagnostic de l'onychomycose, il est assez simple. Donc, pourquoi? Parce que vous avez d'abord une atteinte de tous les angles, il y a un aspect clinique particulier. Hein. Donc, d'abord, c'est sur la clinique qu'il faudra poser le diagnostic. Les diagnostics, maintenant, l'atteinte des angles, elle est assez vaste. Il y a beaucoup de diagnostics, d'autres diagnostics à évoquer. Mais je vous donne par exemple le lichen. Le lichen, vous avez d'autres, des mélanocytes. Alors, je lis un petit peu, non, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de question. Donc, la clinique toujours prévaut, coloration brune. Alors, la coloration, sincèrement, j'en ai jamais entendu parler de ces ongles de Terry là. Alors, ce qu'on appelle, je pense que ce que vous appelez vous l'ongle de Terry, c'est les mélanonichies. Alors, les mélanonichies, c'est cette coloration brune, alors sur les ongles, alors qui est souvent d'origine ethnique. Donc, mais l'aspect, il est complètement différent. Hein. Dans les onychomycoses, il y a une anomalie. L'ongle, il est épaissi. Il y a des modifications de l'ongle. Hein. Ça n'est pas accompagné que de modifications tinctoriales. Au début, c'est vrai, on peut avoir une petite coloration brune, mais après, on va avoir une hyperkératose, un épaississement, une destruction. Donc, il ne va pas y avoir que cette coloration-là. Alors, j'enchaîne rapidement. Vous avez bien sûr tout ce qui est maladie inflammatoire du tube digestif également. Alors, pour les candidoses donc, cutanées, vous avez l'intertrigo. Alors, je passe rapidement. Hein. Donc, les intertrigos, des petits, des grands plis. Alors, pour les grands plis, vous avez la teinte symétrique caractéristique. Donc, on a un érythème vernissé, un petit peu émietté sur la bordure. Parfois, on peut retrouver une petite collerette. Alors, cette collerette, c'est un petit peu comme celle qu'on va retrouver au niveau entre les interdigitales. Et puis, au fond, il y a ce petit couenne et puis cet enduit blanchâtre un petit peu cailleboté qui va être spécifique de l'intertrigo. Alors, cet aspect, comme vous le voyez, il est complètement différent que de celui du dermatophyte. Donc déjà, cliniquement, on pourra poser le diagnostic entre candidose et dermatophytie. Alors, bien sûr, il y a des petites lésions, comme vous le voyez là, au niveau de l'intertrigo. Donc, il y a des petites papules. Donc, c'est les lésions associées, satellites. Alors, les diagnostics différentiels, bien sûr, intertrigo, dermatophytique, psoriasis inversée, l'érythrasmase, qui est une infection bactérienne, la cornéobactérie. Vous avez la dermite séborrhéique à travers la maladie de Leiner-Messus, que je vous invite à regarder et à faire une petite recherche. Alors, la dermite séborrhéique, c'est plus le cuir chevelu, mais là, il peut y avoir une atteinte au niveau du siège, comme je vous disais, à travers la maladie de Leiner-Messus. Et puis enfin, vous avez l'intertrigo bactérien. Alors, le muguet, donc on est dans les candidoses des muqueuses et des muqueuses. Donc, vous avez la stomatite ou le muguet, donc toute la muqueuse buccale peut être touchée. Donc, une muqueuse rouge vif avec des dépôts, donc caillebotés, donc dit en lait caillé. Alors, on a parfois carrément une langue qui est dépapillée, donc avec perte du relief. On a carrément une langue parfois noire, vileuse, qui ressemble un petit peu à la langue des sujets tabagiques ou carrément VIH. Et puis, bien sûr, des symptômes, des signes fonctionnels associés. Avec possibilité, toujours, il faut rechercher, il peut y avoir une atteinte digestive associée. C'est pour ça qu'on fait les traitements locaux. Parfois, on va demander à notre patient non seulement de gargariser, mais d'avaler les antifongiques. Les diagnostics les différentiels, donc vous les avez. Vous avez la langue géographique, là vous connaissez. La langue saburale, donc vous connaissez, je pense, mais là, je passe rapidement. Alors, ça burale au cours des infections, bien sûr. Vous avez les plaques leucoplasiques, et puis vous avez enfin le lichen.
Pour la muqueuse et la demi-muqueuse, vous avez toujours, donc, dans ce groupe-là, vous avez la chélite. Alors, la chélite, c'est l'atteinte de la muqueuse buccale. Alors là, je passe rapidement. Donc, c'est cet aspect-là avec l'érythème, le thème et tout ce qui est tout le cortège donc, de signes. Alors, les diagnostics différentiels, je vous invite également à regarder ce que c'est. Hein. Alors, même si vous avez des questions, vous pourrez les poser, donc, parce qu'on n'a que 5 minutes. Donc là, on va essayer de faire un petit peu vite. Donc, vous les poserez ultérieurement. Donc, regardez chaque diagnostic différentiel à quoi il correspond. Et puis, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Alors, vous avez la perlèche. La perlèche est un intertrigo de la petite commissure labiale. C'est très fréquent chez les sujets âgés. Alors, vous avez non seulement cet aspect d'intertrigo avec un petit enduit. On doit regarder à l'intérieur de la muqueuse s'il n'y a pas d'atteinte endobuccale. Et puis, souvent, c'est des sujets donc, qui vont être… Donc, cette fissure, elle est assez douloureuse. Il faut faire attention au risque de dénutrition. Hein. Donc, bien évaluer donc, le terrain. Concernant maintenant les candidoses anogénitales, donc l'atteinte elle est différente. Chez la femme, elle est très parlante, elle est très bruyante, donc c'est des lésions muqueuses rouges, vives, démateuses, avec des leucorrhées, caillebottées, prurigineuses. Donc il y a une atteinte souvent cutanée associée. Chez l'homme, par contre, elle est un petit peu moins bruyante, un peu plus silencieuse. On peut avoir l'aspect classique et puis on peut avoir juste des formes sèches. On peut avoir un petit prurite associé. Maintenant, l'extension peut se faire au niveau du gland, prépuce, avec risque de phimosis. Maintenant, si on est face à une atteinte qui est très inflammatoire. Alors, les diagnostics différentiels, ça va être l'herpès, la dermite de contact qui est un eczéma de contact. Et puis, vous avez d'autres manifestations cliniques des candidoses. Alors, vous avez ce qu'on appelle l'onyxis perionexis, c'est l'onychomycose d'origine candidosique. Comme je vous disais tout à l'heure, elle va être plus fréquente au niveau des mains. Donc là, on va avoir un périonyxis. Vous avez la folliculite candidosique, donc en plus fréquente chez les… Alors, on peut la retrouver parfois chez les nouveau-nés. Les nouveau-nés peuvent faire une petite folliculite à candida, mais chez l'adulte, c'est plus des sujets qui vont être consommateurs en général d'héroïne. Puis enfin, une maladie particulière qui est une maladie génétique, donc qui est un déficit immunitaire sélectif donc au candida qu'on appelle la candidose cutanomiqueuse chronique. Donc c'est des patients qui vont faire des candidoses alors là, pratiquement toute leur vie, malheureusement avec risque de complications et d'abcès et de localisation interne. Le traitement fait appel à la mycostatine, donc c'est les statines principalement. On peut utiliser de l'amphotericine B, le myconazole, donc c'est pour les candidoses buccales, donc soit comme je vous disais tout à l'heure, donc soit localement ou carrément en avalant le produit, l'antifongique. Maintenant, par contre, chez l'immunodéprimé, il faudra associer un traitement par voie générale. Pour les candidoses génitales, donc il faudra toujours, donc surtout pour la femme, donc éliminer, donc essayer de pallier. Alors, il nous reste 2 minutes là, très court. Alors, il faut essayer de pallier tous les facteurs favorisants, donc foyer digestif associé, le traiter, tout ce qui est modification, troubles, support hormonal. Donc, on va essayer d'enlever un dispositif ou plutôt substituer un dispositif intra-utérin, notamment la progestérone, le diabète, puis ça fait appel aux traitements locaux à base d'imidazolé. Alors maintenant, il y a des candidoses génitales récidivantes. Là, vous avez le schéma. Donc, si chez la femme, donc si la patiente se plaint de candidose à répétition. Pour les candidoses des plis, donc, traitements locaux, lotion, crème, ça dépend. Donc, la forme galénique dépendra toujours du siège de la localisation. Et puis, vous avez principalement les allulamines. Les allulamines, plutôt, on parle, le traitement des candidoses, ça va être plus les imidazolés. Les allulamines, c'est la terbinafine. Et là, ils vont avoir une efficacité plutôt moindre sur le candida. Bien sûr, lutter contre tout ce qui est facteur favorisant. On termine avec le pityriasis versicolore. Alors, je vais essayer de te faire très très vite. Alors, si vous avez des questions, essayez de les poser. Donc, le pityriasis versicolore, je pense que vous connaissez. Donc, c'est des petites macules là, donc qui vont apparaître en général en saison estivale. Elles sont dues donc à la transformation du malacésia en forme pathogène. Alors là, je passe rapidement. Il y a des facteurs favorisants. Il semblerait qu'il y ait une prédisposition génétique. Pourquoi? Parce qu'il y a une pilulation de ce champignon qui est un saprophyte, donc qui se trouve au niveau de l'infundibulum pilocébacé. Il va y avoir donc une sécrétion de pilulation avec sécrétion de substances pro-inflammatoires qui vont avoir une action cytostatique, donc cytotoxique sur les mélanocytes avec des pigmentations. Donc l'aspect, voilà, donc c'est des petites macules, donc dépigmentées avec un signe particulier. Le signe du copeau, c'est les squames très fines qu'on va essayer de venir détacher. Donc vous avez une fluorescence jaune verdâtre caractéristique qui est pâle. Alors, il y a une question, est-ce qu'on est obligé d'apprendre tout le détail? Là, je pense que je vais m'abstenir de répondre à votre question.
pouvez ne rien apprendre tout simplement hein, et venir passer l'examen. Alors, vous avez les diagnostics différentiels. Là, je vous laisse regarder de près. Donc, vous allez revoir un petit peu tous ces diagnostics-là. Je vous fais le traitement vite fait parce qu'on a moins d'une minute. Alors, vous avez le kétoconazole à raison de 2 applications espacées par 15 jours. Et puis, vous avez les autres traitements. Et puis, enfin, pour prévenir les récidives, donc faire un traitement donc, préventif en général avant la saison estivale. Alors, ça va bientôt se couper. Donc, si vous avez d'autres questions, je vous inviterai à les poser donc, lors de séances ultérieures. Donc là, on a terminé. Là, c'est juste un tableau récapitulatif. Alors, oui, petite question. Alors, où sont les cours demain, s'il vous plaît? Quels sont les cours? Demain, on va